Donc, très très rapidement, GHM, c'est une entreprise qui est née en 1837 en Haute-Marne, donc près de Montier-en-Der, hein, dans un village qui s'appelle Sommevoire, tout petit village de la Haute-Marne, bassin de la fonderie, en fait. Donc, nous faisons partie désormais d'un groupe, un grand groupe industriel, qui comprend GHM, spécialiste de la matière, mais également une autre entité importante qui contribue également à l'espace public, puisqu'il s'agit de Eclatech, comment dirais-je, spécialiste, expert de la source lumineuse, l'ensemble des deux faisant ce qui compose l'espace public aujourd'hui, l'éclairage public et le mobilier urbain. Donc, en fait, depuis très très longtemps, depuis le 19e siècle, en fait, c'est une formidable force de création qui s'appuie notamment sur une fonderie d'art, qui aujourd'hui est certainement la plus grande d'Europe. L'élément emblématique, c'est certes la fontaine Wallace, certes la distribution d'eau, mais c'est aussi et surtout un grand nombre d'éléments de mobilier urbain. Le plus caractéristique d'entre eux, eh bien évidemment, ce sont les entrées de métro. Les entrées de métro Guimard ont été produites en 1900, eh bien en fait dans nos ateliers, dans nos hauts fourneaux de Haute-Marne. Et il est intéressant et amusant de noter que quelques années plus tard, l'extension du Grand Paris, donc l'extension des lignes de métro en vue du Grand Paris, eh bien en fait ces nouvelles arches de métro, elles sont également réalisées en fonderie, dans les mêmes ateliers, dans les mêmes hauts fourneaux qu'il y a quelques années en arrière. Voilà. Et ce sont ces mêmes hauts fourneaux qui produisent encore aujourd'hui la fontaine Wallace. Alors pour vous situer et pour commencer à se rapprocher du phénomène et de l'élément de l'eau, eh bien en fait un certain nombre de réalisations urbaines sont issues de ces hauts fourneaux, les mêmes que ceux qui produisent les fontaines aujourd'hui, toujours aujourd'hui. En haut à gauche, eh bien on a une fontaine monumentale qui a été réalisée il n'y a pas si longtemps que ça en Azerbaïdjan, à Bakou. Voilà, on retrouve les ornements du pont Alexandre III. Donc à Paris. On retrouve évidemment des candélabres parisiens très très connus, comme notamment celui des Champs-Élysées, ou bien des pièces monumentales, des statues monumentales comme celles qui ornent aujourd'hui le parvis du musée d'Orsay, et aussi et surtout donc Mademoiselle Wallace qui qui meuble les rues de Paris, mais également de nombreuses villes en France et également à l'étranger. Cette fontaine étant toujours produite dans les mêmes hauts fourneaux qu'il y a pas loin de 150 ans désormais. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette technologie, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que la technologie qui a permis d'embellir les rues des villes il y a de très très nombreuses années, eh bien qui est cette technologie de la fonte, perdure toujours et peut-être aujourd'hui celle qui permet le mieux d'obtenir de très très jolies formes pensées par des architectes, pensées par des designers. Et on a quelques réalisations ici à l'écran d'éléments que l'on peut retrouver dans l'espace public à Paris, mais également en province, obtenus avec cette même technique qu'il y a des dizaines, des centaines d'années. Quelques réalisations ici à l'écran. Et la fonderie, c'est quoi? Eh bien, en fait, la fonderie, ce sont des ateliers qui n'ont pas beaucoup changé d'allure, notamment pour la fonderie manuelle, c'est-à-dire quand on produit pièce par pièce les éléments à fabriquer. Donc, ces ateliers ressemblent tout à fait à ce qu'on voit ici à l'écran, et aucun doute que la technique reste la même, en fait, au fil des ans, au fil des décennies, des siècles. Simplement, le cadre de travail change, évolue. Les ouvriers travaillent dans des conditions de sécurité un petit peu plus évoluées. On va le voir sur un film qui suit juste après. Mais néanmoins, la technique reste la même. La technique reste absolument la même. Un modèle est construit, c'est-à-dire c'est l'élément le plus précieux de la pièce de fonderie. On fabrique le modèle. Bien souvent, c'est un artiste, un sculpteur qui le fait, ou alors vraiment des gens très très expérimentés qui construisent la pièce telle qu'elle sera plus tard. Elle sert ainsi à créer une empreinte dans le sable. Voilà. Ce creux étant réalisé, eh bien en fait on referme les moules, on coule
de la fonte liquide dedans et en démoulant après un certain temps et après de nombreuses opérations techniques, eh bien, on obtient la pièce réalisée dans 3 dimensions avec ses volumes, ses formes, ses volutes, etc., etc. Après, évidemment, il ne s'agit pas de faire, ce n'est pas un simple travail de château de sable, je dirais. Évidemment, il y a beaucoup d'étapes techniques dedans que l'on va voir tout à l'heure dans le film. Quelques illustrations de notre atelier de fonderie. L'atelier de fonderie de GHM, eh bien, c'est exactement ça. Donc, quelque chose d'assez irréel. Quand on rentre dedans, on a l'impression de faire une plongée dans le 19e siècle. C'est assez intéressant, assez sympa. Avec tous ces ouvriers habillés en cuir qui coulent la fonte liquide, c'est assez impressionnant. Évidemment, issus de nos ateliers de fonderie, beaucoup d'éléments sont sortis au fil des siècles, hein, puisque dès le 19e siècle, GHM réalisait déjà des fontaines. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'origine de GHM, en fait, cette société, le fondateur de cette société a eu une forme quand même de vision stratégique assez forte. Plutôt que dans sa fonderie, de fabriquer de la pièce industrielle qui commençait à sortir en série à l'époque, eh bien, il a préféré se focaliser sur plutôt des œuvres monumentales, des œuvres d'art, donc des choses qui étaient extrêmement visibles au grand public, et il avait choisi comme moyen d'expression, moyen de communication, en fait, les expositions universelles. Donc, dès les premières expositions universelles, le fondateur de GHM, eh bien, en fait, il a, comment dirais-je, il a exposé dans différentes expos universelles des œuvres monumentales, dont notamment celle-ci qui est donc à gauche de l'écran, qui est une fontaine qui est désormais à Édimbourg. Voilà, elle fait sans doute plus de 20 mètres, je crois que c'est 25 mètres de haut. Cette fontaine a transité d'abord à Londres, puis ensuite à Édimbourg. Et GHM, dans toute son histoire, s'est fait connaître notamment en montrant des œuvres monumentales autour de l'eau lors d'expos universelles. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que là, on parle du 19e siècle, mais jusqu'au 21e, on a accompagné les expos universelles puisque nous étions l'an dernier, en 2021, à l'expo universelle de Dubaï 2020. Donc la dernière expo universelle en date où on a débattu, discuté avec de nombreux architectes urbanisme du Moyen-Orient, notamment sur la distribution de l'eau et les besoins en eau d'une manière générale. Donc, c'est intéressant. Là, on a trois types de réalisations. Tout à gauche, on a évidemment l'héritage de notre passé, de notre histoire, qui est quand même assez forte. Tout à droite, on a évidemment notre projection dans la modernité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'issu de l'héritage et que l'on fabrique toujours, qui est donc notre fontaine Wallace, qui nous sert aujourd'hui véritablement à consolider les savoir-faire. Donc c'est vraiment intéressant parce que dans les ateliers de fonderie, on développe un peu une forme de compagnonnage quelque part, où des anciens, des fondeurs, on va dire, très expérimentés, côtoient des plus jeunes gens ou des plus nouveaux dans le métier pour pouvoir transmettre et faire perdurer ce savoir-faire. Donc on aime à associer chez GHM 3 mots: héritage, savoir-faire et modernité. Et donc, en termes de modernité, eh bien là, on a une fontaine à boire tout à droite, en fonte, que l'on trouve dans les rues de Paris, qui s'appelle la fontaine Arceau, qui est une fontaine à boire, un bloc, et qui est fabriquée donc dans la même matière que toutes ces autres réalisations, et dans les mêmes ateliers que la Wallace et que d'autres éléments intemporels du temps. Et puis, ça m'amuse parce qu'en fait, on a sélectionné exactement la même photo, sans le savoir. Voilà. Donc, je trouvais intéressant de parler de ces 3 étapes-là et ces 3 valeurs que l'on essaye d'associer toujours chez GHM, que sont héritage, savoir-faire et modernité. Et pour partager avec vous, en fait, véritablement comment se fabrique une fontaine Wallace et les différentes étapes de la fabrication, je vous invite à faire une petite plongée dans les ateliers de GHM sous la forme de ce petit film qui dure 4 minutes que je vais commenter.
Ici, on a évidemment, quel que soit le produit, la phase de bureau d'études, la phase de conception. Là, on est dans l'atelier de modelage. C'est très, très important parce que fabriquer le modèle de la pièce, de la future pièce de fonderie est l'étape la plus importante. Donc, on a un atelier d'ébénisterie qui est intégré. Notre fontaine Wallace, filmée par un drone. Vous voyez qu'on est dans la modernité. Là, on a la préparation du moule en sable. Ce qui est gris, c'est du sable industriel. Donc, avec le compagnon qui prépare les différents endroits du moule qui vont recevoir la fonte liquide plus tard. Là, on a une projection d'un matériau, d'un produit qui va aider à solidifier le moule pour pouvoir supporter la température de la fonte liquide. Là, ici, on a vu ce qu'on appelle le noyau qui permet de faire le creux à l'intérieur de la pièce de fonderie. Nos amis les cariatides. Ici, les deux parties du moule vont se refermer autour du noyau pour constituer la pièce à couler. Donc là, on est réellement dans les ateliers. Cette énorme pièce qui, là, est très très lourde, constitue le corps de la fontaine Wallace. Donc on reconnaît très très bien ici. Et là aussi, cette pièce est le noyau. Donc là, les compagnons fondeurs coulent la poche de fonte liquide dans le moule. On voit qu'on conserve complètement l'intention initiale puisque l'inscription initiale de la fontaine Wallace figure sur le socle. Donc là, on a assisté au démoulage du socle, donc de cette grosse pièce qui supporte la fontaine Wallace. Et vous êtes vraiment dans le cœur de la fonderie d'art GHM. On reconnaît le dôme, donc la partie supérieure. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un métier plutôt poussiéreux, enfin pas forcément propre en tant que tel, et pour autant, il n'y a aucun problème à voir dans un atelier quelqu'un qui pendant 1 heure va polir avec un petit papier de verre, un petit morceau de sable ou autre, parce qu'il sait qu'une fois coulé, une fois que la pièce sera coulée, eh bien il risque d'y avoir un défaut là. Donc en fait, dans ce monde quand même assez poussiéreux, plutôt gris, avec des types qui ont quand même un petit peu, entre guillemets, la gueule sale, eh bien en fait, on les voit avec on ressent une précision extrême dans leurs gestes, dans leur comportement et dans leur quotidien. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, chaque élément de mobilier urbain qui sort de GHM possède 3 lettres, donc GHM moulé dessus, et on retrouve en fait ces éléments dans l'espace public, mais à de très très nombreuses reprises. Je suis intimement convaincu que dans chaque infime section de la ville de Paris, on retrouve quelque chose qui a été fabriqué dans un atelier au fin fond de la Haute-Marne qui s'appelle GHM, en fait, voilà. Donc quand vous verrez ces 3 lettres-là, voilà, quelque part sur un banc, sur une fontaine notamment, sur les fontaines Wallace, d'un côté il y a le nom du sculpteur et de la fonderie originelle, et de l'autre côté désormais, comme celle qui est située rue du Temple par exemple, eh bien on a notre marque qui figure au socle, et bien vous saurez désormais que en fait ces éléments de mobilier urbain sont fièrement fabriqués en Haute-Marne. Voilà, voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment passionnant de découvrir à quel point on peut faire revivre ces objets avec des savoirs qui sont transmis par les générations. Alors, quand on a échangé pour préparer cette conférence, vous me disiez qu'il y avait quand même des enjeux d'adaptation de ces fontaines. À l'époque où elles ont été pensées, elles étaient installées avec des petits gobelets en étain pour permettre aux usagers de boire. Ces gobelets, ils ont disparu au fil du temps. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse puiser l'eau avec d'autres moyens, avec nos gourdes, ou voilà, boire directement à la fontaine. Comment ça fonctionne? Alors, il y a cet enjeu de préservation de l'eau aussi. Comment vous adaptez ces objets? En fait, le cas de la fontaine Wallace, c'est quelque chose de très très particulier, puisque nous essayons réellement de respecter le plus possible l'intention initiale du designer, c'est-à-dire Sir Wallace et son sculpteur Charles Lebourg. Cette intention se traduit en fait par la forme, par le volume et par l'allure de la fontaine. On ne déroge en rien, absolument en rien, à tous ces éléments-là, c'est-à-dire que la fontaine fabriquée aujourd'hui, la dernière en date, qui est installée rue du Temple, pas très loin de la mairie de Paris, eh bien en fait respecte, est très 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 proche de la fontaine initiale, de la toute première qui a pu être installée quelque part dans Paris. Par contre, ce qui est évidemment demandé assez fréquemment, c'est d'offrir une fontaine dont l'eau ne coule plus en continu. Donc, on nous demande d'adapter, par exemple, des boutons poussoirs, ce qui a du sens, hein, clairement, de ne pas laisser l'eau se perdre, mais on nous demande souvent d'adapter ça, d'adapter un bouton poussoir. Également, changement climatique oblige, il y a une vraie tendance également à nous demander de la brumisation. Donc, il y a quelques fontaines qui sont proposées avec de très discrètes bouches de brumisation en fonction des cas, autour du dôme. Voilà. Et puis, par ailleurs, il y a également des adaptations de couleurs également. Alors, je sais que ça a pu faire sujet de discussion par ailleurs, mais il y a des villes qui nous demandent clairement d'avoir des couleurs plus personnalisées, plus adaptées. Voilà. Donc, le fameux vert, je pense qu'on peut l'appeler le vert parisien, que l'on retrouve le plus dans l'espace public, n'est pas l'unique couleur de cette fontaine. Il y a des villes qui nous demandent des couleurs très très spéciales. Alors, ça reste toujours plutôt sage, mais je vais lister un petit truc amusant. Par exemple, à Marseille, il y a une fontaine qui doit être la seule d'ailleurs, dont les cariatides sont recouvertes d'une feuille d'or. Voilà. C'est pas surprenant, il n'y a qu'à Marseille où on fait des choses aussi bling bling, en fait, quelque part, mais c'est plutôt sympa, quoi, en fait, c'est plutôt assez joli. Et il y a également d'autres villes du monde où on retrouve des fontaines Wallace, toujours dans le même esprit, dans la même allure, mais dans des coloris un petit peu différents. On ne déroge pas sur la taille, on ne déroge pas sur l'allure générale, et ni sur les détails également. Et d'ailleurs, au chapitre des détails, on parlait des gobelets. Les gobelets étaient à l'époque attachés avec un petit crochet qui a une forme extrêmement mignonne. Enfin, moi, je trouve que c'est la plus belle pièce de toute la Wallace. Alors là, je vous transmets plus le speech de l'industriel, mais vraiment de l'émotion. Il y a un petit crochet qui a la forme d'une tête d'éléphant. En fait, et c'est la trompe de l'éléphant qui faisait le crochet et la chaînette, en fait, était accrochée dessus. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de chaînette dessus, mais pour autant, on respecte tellement l'intention que les 4 têtes d'éléphant sont toujours fabriquées et toujours vissées dessus et soudées sur la fontaine Wallace. Donc, quand on nous demande une fontaine Wallace, elle est toujours livrée avec 4 petites têtes d'éléphant qui étaient les anciens œillets d'accroche des gobelets. Voilà. Alors, à chaque fois que j'en vois une, c'est la première chose que je regarde, moi, c'est les têtes d'éléphant, si elles sont bien là. Merci beaucoup pour ces précisions. On peut peut-être... Ouais.